Pour ceux d'entre vous qui étaient à Montréal l'an dernier, vous vous souviendrez, on a eu des séances leadership où nous avons parlé d'interopérabilité. Nous sommes le gouvernement, les administrateurs ensemble qui travaillons pour faire avancer l'interopérabilité. Nous avons une belle brochette de conférenciers ici et on disait comment l'année dernière on a parlé de la feuille de route pour l'interopérabilité que l'on commençait. Alors j'ai très hâte de voir les résultats et quelles seront les discussions cette année. Je vais maintenant vous présenter Abby qui va modérer la session et Abby va ensuite présenter les autres collègues. Elle est vice-présidente à InfoRoute Canada, alors InfoRoute Santé du Canada. Alors c'est elle qui va maintenant nous présenter les conférenciers invités. Merci beaucoup et bienvenue à vous. Quelle conférence exceptionnelle. Nous avons eu de bonnes perspectives de nos partenaires. Nous avons également entendu quelques remarques de la part du Dr. Alex qui était assez inspirant et je pense que le travail qu'il a fait est incroyable. Alors, ce matin, nous avons parlé de connexion et je suis ravie en fait d'animer cette séance avec nos leaders accomplis qui vont nous parler de perspectives intéressantes, qui nous parleront de la transformation numérique. Alors, comment est-ce que le travail en évolution constante, alors tout le monde apporte leur propre perspective et ils peuvent tous nous présenter différentes dimensions du système de santé. Ce matin, ils ont dit que ce n'est pas seulement la technologie, mais on parle de gestion du changement, de législation, de prestation de services provinciales. Alors, eux apportent toutes ces perspectives-là ensemble. Alors, je mène le programme d'interopérabilité à InfoRoute de Santé Canada. Alors, c'est un privilège pour moi de travailler avec toutes ces parties prenantes et leur équipe. Et c'est un domaine qui passionne particulièrement beaucoup mon équipe. Nous voulons améliorer notre système de soins de santé et tout moderniser l'infrastructure. Nous voulons bâtir un système axé sur la santé et profiter de tout le travail qui a été fait avant, au cours des dernières années. Alors, je suis ravie de vous présenter les conférenciers invités aujourd'hui, des gens très compétents qui vont vraiment nous permettre d'énergiser la salle. Alors, lorsque vous entendrez les conférenciers invités nous parler, ils pourront nous donner leur perspective sur leur enjeu par rapport au système de soins de santé et ça sera quand même très impressionnant parce qu'ils nous parleront de ce qu'il faut faire. Alors, j'aimerais vous présenter tout d'abord les conférenciers invités. Donc, Shannon Malovic, vice-présidente exécutive, Services provinciaux d'information et de santé numérique à l'Agence des services de santé. Alors, elle surveille les systèmes locaux et provinciaux et a un rôle à jouer dans la stratégie numérique de la Colombie-Britannique. Ses contributions ont été reconnues et elle a le titre de leader, de femme leader et a gagné des prix de Santé Canada et ainsi de suite. Nous avons également Dr. Kathleen Ross, qui est présidente de l'Association médicale canadienne. Elle est médecin à Coquitlam et New Westminster en Colombie-Britannique et elle fait du travail clinique ainsi qu'un soutien chirurgical à l'Université Royale. Elle est également championne de diversité et d'inclusion et a fondé différents groupes consultatifs dans ce domaine et elle trouve également du temps pour travailler avec les jeunes femmes dans les et elle a été reconnue par Oxfam également en 2018. On ne peut pas oublier non plus Jocelyne Voisin, qui est sous-ministre adjointe à la Direction générale de la politique stratégique de Santé Canada. InfoRoute a eu le privilège de travailler avec elle et son équipe au cours des dernières années et la feuille de route est l'un de ses accomplissements. Nous apprécions son leadership et tout le travail qu'elle a fait. Alors, vous aurez également constaté qu'elle a eu des répercussions très importantes sur le travail fait pour Santé Canada et
Elle a apporté avec elle en 2020, lorsqu'elle s'est jointe à Santé Canada, toute son expertise et une passion pour appuyer les efforts continus du Canada, surtout pour réagir aux défis posés par la COVID. Nous espérons continuer de travailler avec elle. Alors, parlons rapidement de qu'est-ce que nous allons faire dans cette séance. Alors, moi, je vais poser quelques questions à nos conférencières invités et cela va nous rapprocher de la fin de la séance et ensuite, on vous donnera l'occasion, vous, de poser des questions. Mais si on manque de temps, ils seront toujours ici avec nous, alors n'hésitez pas, vous, à leur tendre la main pour leur poser des questions. Alors, commençons. Donc, si on parle de la crise, nous devons commencer avec cette question-là. Comme vous le savez, il y a énormément d'enjeux de ressources partout au Canada. Il y a 5 millions de Canadiens qui n'ont pas de médecin de famille et un facteur qui contribue à cet enjeu est de l'autre côté de la table d'examen. Alors, les médecins souvent sont épuisés et ont trop de travail administratif à faire étant donné les processus manuels. Alors, on pourrait permettre aux médecins de mieux se connecter entre eux. Alors, j'aimerais poser la question suivante à nos panélistes. Quelles sont les barrières à l'atteinte de cet objectif et quelles sont les stratégies sur lesquelles nous travaillons en ce moment pour aborder les problèmes? Alors, Shannon, j'aimerais commencer avec vous. Nous avons reconnu que c'est un fardeau administratif que ressentent les médecins dans notre province. L'année dernière, nous avons commencé une nouvelle stratégie de la Colombie-Britannique et ce faisant, nous avons participé à différentes séances dans tout le secteur et grâce à notre équipe numérique, eh bien, nous avons pu collaborer avec les médecins pour élaborer cette stratégie. Nous devons améliorer l'expérience des fournisseurs dans le cadre de la stratégie aujourd'hui et c'est quelque chose que nous avons entendu et que nous reconnaissons. Si on parle d'obstacles, je sais que ma collègue ici, la Dr. Ross, pourrait nous parler de vécu, de ces barrières, mais pour parler un peu de la perspective provinciale, eh bien, on reconnaît que nous avons toujours des environnements hybrides aujourd'hui. Il y a des informations qui arrivent sur papier, d'autres qui arrivent de façon électronique. Si c'est électronique, ce n'est pas bien intégré. Nous avons de nombreux services d'urgence dans la province et dans les services de soins primaires. Et dans le passé, les investissements dans l'espace numérique avaient tendance à aller dans les services aigus obligatoires. Alors, on a quand même commencé à numériser le travail, mais ça, c'est au détriment des investissements dans des solutions qui peuvent réduire le fardeau de travail pour les fournisseurs de services dans la communauté. Alors, c'est quelque chose que nous reconnaissons dans la stratégie maintenant. Voici ce que nous faisons. Nous avons une initiative de système connecté. Je serai contente de vous en parler davantage. Le but est de ramener les outils numériques ensemble pour avoir une plus grande interopérabilité dans la province, pour avoir un accès plus équitable aux soins. Nous avons également le projet d'accès longitudinal, donc pour voir comment on peut normaliser les données de santé, comment c'est collecté, partagé partout dans les systèmes, donc pour ne pas que vous ayez à sortir du système pour ensuite vous tourner vers d'autres systèmes pour trouver les informations. Alors, on commence tout juste là. On reconnaît l'importance de le faire. Il y a également les renvois numériques. Ça aussi, c'est un excellent exemple de projet. Alors, la numérisation des renvois. Alors, on prend les formulaires directement de la part des médecins et on les envoie. Alors, pour avoir une plus grande transparence, et ça, c'est quelque chose pour les fournisseurs et les patients. Alors, c'est quelque chose que nous avons reconnu. Oui, il reste beaucoup de travail à faire, mais nous sommes ravis déjà de tous les progrès que nous avons faits avec ces initiatives. Quelque chose à ajouter? Oui, moi, je suis dans la catégorie de personnes à qui il reste beaucoup de travail à faire. Si je retourne dans le passé, une vingtaine d'années, notre bureau était l'un des premiers bureaux à adopter les dossiers numériques.
On en a parlé dans l'association, dans la revue médicale de la journée. On disait que ceci allait révolutionner les soins et partager tout, euh, et ça permettre d'alléger tous les fardeaux. Alors bon, ce n'est pas ce que nous avons vu. Nous savons cependant qu'il y a eu beaucoup de tentatives, surtout par des personnes dans cette salle, des gens qui veulent avoir, qui ont cherché à trouver des solutions, mais on constate que les solutions sont difficiles, les solutions sont fragmentées et on n'a pas de bon modèle de soins. On a obstacles et obstacles et obstacles qui se lèvent devant nous. Et il a été difficile pour nous de tout surmonter ces défis pour ceux d'entre nous qui travaillons dans le leadership, pour essayer de nous faire entendre, pour avoir accès aux résultats et aux commentaires. Moi, je travaille dans la médecine longitudinale et je travaille également dans une clinique obstétrique à volume élevé, où il y a plusieurs personnes qui gèrent les données. Et parfois, ce sont des personnes différentes d'une semaine à l'autre qui ont accès à ces données. Nous avons les résultats du laboratoire en temps réel. Alors moi, je peux parfois recevoir 12 copies des mêmes données. Alors, il se peut que 12 différentes personnes ont regardé les informations. Donc, ça veut dire que ça peut mener à des erreurs. Si vous regardez la version 12, eh bien, vous ne savez pas quels ont été les changements faits par les personnes avant vous. Alors, cela ajoute au fardeau administratif, ça ajoute au potentiel d'erreur et ça prend davantage de notre temps, du temps que l'on pourrait passer ailleurs. Je travaille également dans un hôpital de soins tertiaires et très rarement, je ne reçois pas un signalement qu'il y a une partie du système qui ne fonctionne pas ou qu'il y aura des problèmes pendant une certaine période de temps. Ça aussi, ça contribue à des défis pour faire la prestation de soins de façon ou en temps opportun. Maintenant, si vous êtes sur les lieux, c'est facile de faire la saisie de données. Mais si vous êtes sur appel à la maison, parfois ça veut dire sortir du lit, allumer son ordinateur, passer à travers toutes sortes de murs partout, avoir accès à l'information dont on a besoin et ensuite vous pouvez retourner vous coucher et on vous rappelle 15 ou 30 minutes après pour recommencer. Alors, si vous êtes sur appel pendant une semaine, eh bien, vous pouvez vous imaginer que ça devient difficile pour ceux d'entre nous qui offrent des soins. Alors, on pourrait demander aux infirmiers et infirmières de faire la même chose, mais ça peut être difficile, ça peut mener à une discussion parce que c'est un processus très long pour eux aussi. Les patients qui n'ont pas un accès universel à leur dossier, ça aussi, ça continue d'être un défi. Moi, j'ai eu un problème récemment où un patient a fait un ultrason dans un bureau communautaire. Cela a été envoyé à l'hôpital. Il y avait des complications par rapport à son cervix, mais malheureusement, il n'avait pas accès à l'imagerie. Alors, le radiologue a envoyé le patient s'est rendu sur les lieux et malheureusement, j'avais très peu d'informations. Alors, j'ai décidé d'envoyer la patiente chez elle et de la ramener le lendemain lorsque j'aurai accès à l'imagerie. Alors, heureusement, ça a bien fonctionné cette fois-là. Mais ça m'a montré à quel point cela aurait pu mener à des catastrophes et cela aurait pu coûter des vies. Alors, bon, des obstacles, bon, problème de son, problème de microphone, ça c'est un obstacle. Mais bon, des problèmes, bon, d'autres problèmes, c'est avoir accès aux soins en temps réel, améliorer le système de ressources humaines, essayer de profiter des capacités des autres, des compétences des autres, utiliser les technologies également pour mieux collaborer et faire tomber les obstacles au fardeau administratif que nous vivons en ce moment. Nous devons nous assurer que peu importe la technologie que l'on utilise, eh bien que ça fasse avancer les choses plus rapidement. Merci. Excellent, merci. Jody? Inaudible, le micro n'est pas allumé. Et pour ajouter à ce que ma collègue vient de dire pour l'accès aux données, eh bien ça, c'est bel et bien un obstacle
par rapport à comment nous pouvons travailler efficacement, comment les patients peuvent prendre le contrôle de leurs propres soins. Alors, c'est l'un des objectifs du gouvernement du Canada. Il essaie de donner des incitatifs aux provinces et aux territoires pour partager ces informations cliniques et je pense qu'il y a une dimension technique à tout cela. Mais comme nous le savons, les différentes études, le groupe d'experts et ainsi de suite, nous savons qu'il y a également les questions de gouvernance, il y a les questions de cadre. Il faut également bâtir la confiance avec les Canadiens pour qu'ils comprennent comment on utilise leurs données, comment ça peut être utilisé pour aider avec les résultats du patient. Et on parle de flux de travail. Alors, comment est-ce que ça se passe avec le flux de travail? Et un autre détail, c'est bon, qu'en est-il des soins offerts par l'équipe? Et ça, c'est pas une question nécessairement de structure, mais c'est une question de euh, comment on peut rémunérer les professionnels de la santé. Alors, au lieu de payer par intervention, on met l'accent sur les services offerts en équipe. Alors, comme le docteur Ross l'a dit, il faut également penser à comment les données et les technologies peuvent aider cette équipe à avoir accès aux informations, parce que ça peut mener à des problèmes de sécurité si on n'a pas accès aux bonnes informations et aux bonnes données pour les patients. Alors, si on pense à cette intersection-là entre inciter les soins d'équipe, comment on utilise les données numériques également pour que ça arrive. Le gouvernement du Canada prend les mesures nécessaires, 200 milliards de dollars qui ont été investis dans les soins de santé en février. Donc, cela sera donné aux provinces et aux territoires par l'entremise d'ententes bilatérales et au transfert en santé du Canada pour améliorer les services de santé. Nous demandons donc aux provinces et aux territoires, bon, il y a l'accord avec la Colombie-Britannique qui a été annoncé récemment, nous leur demandons d'avoir un plan d'action pour voir comment utiliser les fonds fédéraux avec les cibles et les indicateurs pour dire est-ce que nous améliorons bel et bien l'accès aux fournisseurs de santé? Est-ce que nous sommes réellement en train d'améliorer la façon de rendre les données disponibles aux patients? Oui, merci. Alors, clairement, nous passons à travers une transformation numérique maintenant. Alors, la transformation, peu importe le secteur, peu importe l'industrie, ça exige de la collaboration. Il n'y a pas un parti tout seul qui peut régler tous les problèmes. Alors, dans vos domaines respectifs, comment est-ce que vous voyez une meilleure collaboration de ces différents partenaires pour avoir une meilleure expérience pour le patient? On dit toujours que les patients sont au cœur de nos initiatives. Alors, comment est-ce que nous faisons ce travail pour que les données et les services soient disponibles pour les patients? Donc, pas juste dans une administration, mais entre les administrations en collaboration. Alors, comment est-ce que vous voyez cela dans vos domaines? J'ai deux exemples. Un dans notre province et j'ai un problème de microphone, il semblerait. Alors, je pense que la Dr. Ross l'a bien dit. Ceci ne peut pas être un effort qui vient du haut vers le bas avec ces initiatives. Cette collaboration-là est nécessaire pour la transformation avec les initiatives. Alors, les différentes voies, les professionnels de la santé doivent être à la table. Moi, je peux aider numériquement, virtuellement, mais il faut des partenariats pour que ça fonctionne. Je suis très fière du travail que notre équipe en Colombie-Britannique a fait par rapport au renvoi numérique. Nous avons eu une demande de proposition qui a été envoyée hier. C'était très détaillé. J'ai essayé de faire un processus d'approvisionnement rapide et plus de 100 personnes ont participé à ce processus. Plus de 70 de ces personnes étaient des responsables de la santé, beaucoup d'autorités de la santé, mais la plupart de ces cliniciens étaient fournisseurs de soins de santé primaires, de soins primaires. Alors, il faut que ça soit fait avec eux parce que c'est pour eux. Alors, il faut collaborer avec les médecins. Alors, c'est une excellente méthodologie que nous avons utilisée pour cette initiative, comment l'appliquer à d'autres. Ça, c'est quelque chose sur quoi nous travaillons toujours. Alors, de la perspective pan-canadienne, nous avons tous parlé des obstacles, oui, et vous constatez que nous avons tous les mêmes défis. Alors, comment pouvons-nous travailler ensemble au niveau pan-canadien pour aider à surmonter ces obstacles? C'est un privilège pour moi de co-présider notre table numérique avec Jill.
Alors, c'est là où toutes les provinces et les territoires viennent ensemble, Inforoute, donc la table exécutive sur l'interopérabilité qui rassemble toutes les provinces et les territoires. Eh bien, c'est là l'exemple d'une initiative qu'il faut continuer pour que nous soyons tous alignés sur ces objectifs par rapport à la carte de route d'interopérabilité. Cela nous permettra de surmonter les obstacles que nous vivons tous. Merci. Non, je pense que vous pouvez le garder. Mon micro fonctionne. Alors oui, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous devons trouver des façons de simplifier le travail que l'on fait et il faut également considérer comment les soins cliniques sont offerts. Alors, de quoi a l'air le flux de travail? Et je suis ravie de voir ce qui se passe au niveau provincial. Je suis contente que le plan d'action en Colombie-Britannique est sorti avant les autres. Mais où sont les autres? C'est une conversation qu'il faut avoir. Alors, ce sont des conversations nécessaires et il faut que nous nous alignions à l'échelle nationale pour voir ce que nous allons faire. Je préside en ce moment l'Association médicale canadienne a un groupe de travail sur le fardeau administratif. Et les choses sur lesquelles nous travaillons en ce moment sont des sujets importants par rapport au fardeau administratif dans les soins primaires. Alors, tout ce qui concerne la communauté a été un défi. Alors, savoir vers qui se tourner, dans quelles circonstances, eh bien, il faut des réponses à tout cela. Il faut que nous ayons le soutien de l'équipe en place, il faut faire le partage d'informations, avoir accès à ces informations en temps réel. Alors, moi aussi, je suis découragée quand je vois que les soins virtuels n'ont pas fait de différence pour ce qui est des visites en salle d'urgence. Je n'aime pas voir cela défrayer les manchettes, parce que dans notre pratique, les outils numériques et les soins virtuels ont fait une différence pour nous. Cela a fait une différence pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, par exemple. Mais il y a des choses sur lesquelles nous devons continuer à collaborer pour que nous puissions donner des soins optimaux. Et vous avez tout à fait raison. Oui, il faut utiliser les soins par équipe, les soins donnés en équipe. Un aspect dont je n'ai pas encore parlé, le rôle émergent de l'intelligence artificielle, surtout dans la prise de notes en clinique. Alors, à qui est-ce que ces informations appartiennent? Comment incorporer ces outils dans nos stratégies? Il ne fait aucun doute. Bon, moi, si je n'ai jamais besoin de rédiger d'autres notes sur la charte d'un patient, je serai ravie, mais je n'ai pas confiance en l'intelligence artificielle encore. Je ne pense pas qu'ils pourront capturer toutes les nuances humaines, mais c'est quand même un outil que nous pouvons utiliser. Alors, à mesure que nous ajoutons aux lois et aux normes à l'échelle nationale, il faut que nous parlions de l'intelligence artificielle. Et je pense que fournisseurs de soins de santé qui offrent ces services et certains qui ne l'offrent pas. Alors, nous allons devoir nous assurer que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Les patients doivent être au cœur de tout ce système. Les patients doivent être un partenaire actif. Il faut avoir accès aux bonnes informations et il faut avoir un bon partenariat avec les fournisseurs qui pourront les aider dans leur cheminement. Oui, si on parle de collaboration, moi je dirais que la collaboration politique également est essentielle. Shannon a parlé de la table FPT. Nous cherchons également à assurer que nous ayons des voix autochtones autour de la table. Et on parle également de faire le changement. Il faut un engagement politique, il faut dire, bon, ceci vient du haut. En d'autres mots, on nous a demandé d'avoir cette collaboration pan-canadienne d'un bout à l'autre du pays. J'ai parlé de l'engagement de 200 milliards de dollars fait par le gouvernement du Canada et pour avoir accès au financement, les provinces et les territoires ont dû signer des engagements. Il y a 5 engagements. Le premier est un partage d'informations avec les Canadiens pour avoir accès aux informations sur les indicateurs clés. Alors, pour veiller à ce que les fonds donnés aux provinces et aux territoires, pour veiller à ce que ça fasse une différence. Ensuite, on parle d'une charte qui a été rédigée par notre groupe consultatif d'experts. On en a discuté à notre table. Les ministres de la Santé, le mois dernier, ont appuyé les principes dans cette charte, y compris l'accès des patients à leurs propres données pour leurs soins
ainsi que les principes de souveraineté autochtone pour les données. On parle également de mettre le patient devant les autres. Alors, ce sont les principes auxquels ils se sont mis d'accord pour aller de l'avant, pour continuer à progresser. On parle également de la feuille de route pour l'interopérabilité. Alors, on travaille avec les provinces, les territoires, avec InfoRoute. Alors, cette feuille de route qui a été élaborée en mars nous permet de déterminer quelles seront les normes techniques pour le Canada à l'avenir. Alors, je pense que ça sera la base du Canada pour établir ces normes à l'avenir pour que les données puissent être partagées dans différents contextes. Nous cherchons également à aligner nos cadres d'une province et territoire à l'autre. Nous savons que les barrières ne sont pas seulement des barrières technologiques, c'est la gouvernance, les politiques qui sont en place. Alors, comment surmonter ces barrières? Dernier engagement maintenant. Bon, nous avons vu pendant la pandémie que si on n'avait pas les données auxquelles on avait besoin, eh bien, ça causait des problèmes avec la prise de décision dans la gestion de la pandémie. Alors, cela, le dernier engagement. Vous constatez donc que cet engagement politique, bon, c'est avec les ministres et ça peut être activé par l'entremise d'une table comme celle où Shannon et moi sommes assises. Nous avons un plan d'action ensemble où nous pouvons opérationnaliser ces engagements. Je suis ravie de voir qu'il y a tellement de progrès. Je sais que, bon, ce matin, on ne voulait pas parler de données, alors je m'excuse d'avance parce que maintenant, moi, je vais en parler de ces données. Je lisais une statistique récemment. Plus d'un tiers des données qui sont envoyées viennent du secteur des soins de santé. Alors, ça en dit long comme chiffre. Dans les 5 prochaines années, ça sera probablement 40%. Alors, imaginez si ces données ne sont pas bien gérées, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas offrir de bons soins cliniques, on n'a pas de bons résultats de recherche. Qu'en est-il de l'intelligence artificielle, les médicaments personnalisés? Il faut avoir accès à ces données également pour améliorer le système de soins de santé. Et ça, c'est en discussion depuis longtemps maintenant. Lorsque nous pensons à nos partenaires à l'échelle internationale, bon, il y a beaucoup de potentiel et ils ont utilisé un certain nombre de lois et dans certains cas des incitatifs pour y arriver. On peut penser à l'exemple du Royaume-Uni qui vient d'adopter une nouvelle loi sur les soins de santé qui fait en sorte que les fournisseurs de soins de santé ont le devoir de partager des informations et ensuite les fournisseurs de soins de santé, eh bien là, on peut commencer à inclure ces solutions. Alors, j'aimerais vous demander comment est-ce que nous faisons avancer cet objectif-là au Canada? Bon, moi, je vais reconnaître, oui, la charte la charte au Canada, la charte sur la santé. Et j'aimerais également remercier le ministre Holland de ses commentaires après la réunion à l'île Prince-Édouard. Il a dit que les données permettent de sauver des vies. Alors, comme Terry Price, bon, le rapport récent est très impressionnant. On dit dans ce rapport qu'il faut se tourner vers l'interopérabilité pour sauver des vies, mais nous sommes très loin de cela dans de nombreux domaines. Il y a des silos, donc il y a du très bon travail qui est fait, mais moi j'ai commencé à parler de cylindres d'excellence parce qu'ils sont excellents dans ce petit cylindre, mais ils n'excellent pas de façon générale. Alors il y a les plans d'action, comme vous en avez parlé, j'espère voir davantage de progrès, mais je sais qu'il faut également penser à l'avenir des soins de santé. J'étais en Californie tout récemment et je dis toujours que l'avenir est déjà parmi nous, mais l'avenir est seulement en Californie. Parce que nous voyons qu'il y a eu beaucoup de changements dans les cylindres d'excellence en Californie. Alors, on parle de soins à la maison, de soins personnalisés, numériques. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait décentralisé, tout en respectant les normes. Et les données sont partagées en temps réel. Nous avons vu, bon, un rapport de Apple a été publié cette semaine et qui traitait de maladies chroniques et d'amélioration. Alors bon, il reste beaucoup de travail à faire quand même. Bon, nous sommes le gouvernement fédéral, alors nous avons des leviers que nous pouvons utiliser pour faire avancer ce dossier, y compris des lois. Alors nous explorons une loi pour rendre obligatoire l'utilisation des normes d'interopérabilité qui sont dans la feuille de route. J'en parlais avec les provinces et territoires
et avec plusieurs d'entre vous ici dans la salle afin d'avoir vos perspectives. Et on dit que ceci, ça serait fait en collaboration. On cherche à voir ce que d'autres pays ont fait. Puisque notre contexte est différent au Canada, nous sommes dans une fédération, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Il faut également respecter les administrations des provinces et des territoires. Alors, nous nous concentrons vraiment sur les fournisseurs, les vendeurs, mais bon, ce sont des personnes à l'échelle internationale, alors que la feuille de route se concentre sur ce qui se passe également aux États-Unis et à l'échelle internationale. Alors, ça rend ça plus facile. On n'est pas en train de tout personnaliser pour chaque autorité de santé ou pour chaque cylindre, comme le disait la docteur Ross. L'objectif principal est donc de veiller à ce que les patients aient accès à leurs propres données et à que, on veut également que ces données puissent être partagées dans différents contextes cliniques. Alors, on cherche à faciliter cela dans la mesure du possible et ça, c'est un levier que nous envisageons et ça ajoute vraiment au travail en collaboration qui a été fait grâce à l'élaboration de la feuille de route et des chartes sur les données en matière de santé. Alors, je pense que c'est quelque chose que nous pouvons espérer voir à l'avenir dans le cadre de ces discussions. Il y a eu une reconnaissance du fait que nous avons besoin d'une stratégie nationale, une approche nationale, un cadre national pour faire avancer les objectifs qui sont les nôtres en termes de soins connectés, où l'information peut être échangée et peut-être accédée en toute sécurité. Peut-être Shannon et Dr. Ross, vous pouvez réagir. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette stratégie nationale, même si au sein des instances, on dit souvent que les soins de santé sont locaux? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette stratégie nationale et quelles sont les difficultés que vous prévoyez lorsqu'il s'agit de mettre en place ce cadre et cette stratégie nationale? Oui, comme je l'ai dit, nous avons un grand nombre de solutions dans nos provinces et ces solutions souvent sont disponibles dans d'autres provinces, sur le marché mondial également. Donc je pense que ce soutien au niveau national, le travail avec nos partenaires dans le domaine de la technologie, ça peut vraiment nous aider. Par le passé, dans les provinces, nous avons un peu malheureusement créé nos propres atouts, provinciaux, nos propres cylindres d'excellence, nos propres normes et ça ne nous a pas amenés là où nous voulions aller. Donc je pense que travailler ensemble, voir quels peuvent être nos points communs, ça sera, tout sera au bénéfice de nos fournisseurs afin qu'on n'ait pas différents points de vue, qu'on ne parte pas dans différentes directions. Ça, c'est essentiel. Autre point essentiel, les difficultés en termes de rythme que l'on doit, soutenir, et on doit continuer à avancer, à faire des progrès comme mon équipe le sait bien. On pousse pour obtenir des résultats, on a une stratégie et on veut vraiment commencer à obtenir des résultats. Donc, cette, heu, ce ces efforts constants, pour être à la pointe, sont là. Ça nous prend du temps et il y a en parallèle, la crise permanente du système de santé avec de nouvelles difficultés qui surgissent. Donc, il s'agit constamment, d'utiliser nos ressources, tout en éteignant, des feux au quotidien. Donc il s'agit, c'est tous les dialogues avec, Inforoute, avec nos partenaires, c'est essentiel pour nous aider à avancer dans la bonne direction et s on cherche constamment des opportunités pour s'aligner sur ce qui se passe autour de nous, d'un point de vue ressources, d'un point de vue stratégie et toutes ces discussions nous aideront à obtenir ça plus rapidement. Oui, je peux rebondir là-dessus, le problème, que l'on a, est lié heu, c'est un problème, qui n'est pas facile à définir. C'est ça qui est difficile parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur la définition du problème. Et comme il y a un désaccord sur la définition, il y a bien entendu un désaccord sur la solution. Mais il est essentiel qu'on a besoin de 3 éléments, pour, le changement. Les éléments scientifiques, c'est-à-dire le savoir que le changement est nécessaire d'un point de vue scientifique, avoir la volonté politique pour, soutenir ce changement et avoir l'accord, le soutien
du public, de la population. Et je pense qu'on commence à voir ces 3 étoiles s'aligner. On a un alignement entre les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral sur le besoin de normes. Ça, c'est là. Mais au niveau du terrain, on a encore de grosses difficultés avec, les entrées des disparités au niveau des entrées de données. Il y a des divergences dans la façon dont on entre les données. Et moi, en tant que médecin qui travaille au niveau communautaire en soins, aigus, je dois utiliser 5 types de dossiers, médicaux et ça complexifie les choses. Et dans un de ces outils, il y a 15 codes différents. En Colombie-Britannique, je sais qu'il y a 30 types de dossiers, médicaux et dans d'autres provinces, c'est encore plus. Donc, je sais qu'il faut qu'on ait un système de données qui soit cohérent afin que l'on puisse mesurer les choses et agir. Parce que si on n'a pas la possibilité de mesurer les choses au niveau provincial, et pour l'instant, on n'a même pas la possibilité de le faire correctement au niveau local, si on a la possibilité de le faire, ça amènera vraiment un changement significatif. Et je dois dire que les fournisseurs ne comprennent pas toujours bien pourquoi il faut partager les données, pourquoi il faut établir des partenariats, notamment avec les gouvernements. Mais je pense que c'est le moment pour nous de faire tomber ces barrières pour que, ensemble, on puisse partager les données entre sites et améliorer la santé, le système de santé canadien. Pour moi, bon, je ne suis pas fournisseur, hein, mais de mon point de vue, ça ferait de différents fournisseurs des partenaires plutôt que des concurrents les uns avec les autres. Oui, alors pour ce qui est des normes, des données de santé, je sais qu'il va y avoir une discussion cet après-midi sur la façon dont on peut développer un cadre pan-canadien de données qui servira de base pour les normes. Je pense que ça va être une session très intéressante. Alors vous avez parlé d'une approche centrée sur le patient. D'un point de vue provincial et d'un point de vue national, est-ce qu'on peut réfléchir peut-être sur des initiatives clés, des projets qui sont en cours et qui vont justement obtenir ces résultats? Autonomiser, mettre le patient au centre. Oui, bien sûr, je peux en parler. On a parlé de opérabilité de nos systèmes, hein, de l'amélioration de l'expérience des prodigueurs de soins. Mais ça passe également par l'amélioration de l'accès des patients aux soins et ça améliore les résultats des soins. Donc il s'agit vraiment constamment d'avoir le patient à l'esprit, alors même qu'on travaille sur une meilleure interopérabilité technique. Pour ce qui est de notre stratégie, notre objectif stratégique, c'est d'autonomiser les patients et il s'agit de donner aux patients un accès plus constant à leurs données de santé, qu'il y ait des interactions constantes avec le système, qu'il s'agisse de prendre un rendez-vous ou d'avoir un rappel de dépistage ou d'avoir accès à un portail de soins. Et il s'agit de faire en sorte que cela soit possible à travers, grâce à nos partenaires, afin de faire avancer cette idée de portail numérique, porte d'accès numérique où les, patients vont pouvoir s'authentifier et avoir accès à toutes sortes, d'informations et leurs propres données. Et la base pour tout ça, c'est avoir des normes communes en termes de données et d'avoir un échange de technologies. De cette manière, nous pouvons, rassembler l'information et pour nous, il s'agit vraiment des 2 faces d'une même médaille, hein, on a l'expérience du patient, l'expérience du fournisseur de soins. Il ne s'agit pas de séparer les 2 comme par le passé, mais vraiment de voir les 2 comme étant complémentaires et pour nous, le portail patient, les normes, tout ça, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir ça. Oui, vous avez tout à fait raison et l le facteur essentiel et je vais revenir à la nécessité des outils numériques, c'est que ce soit vraiment ça, des outils dans une boîte à outils.
Je sais que mes collègues ont peur que l'intelligence artificielle les remplace. Moi, je sais que en soins de première ligne, il y a quelque chose d'unique dans ce lien d'être humain à être humain. Donc les patients, oui, ont besoin d'avoir accès à leurs données, ils doivent pouvoir les partager avec d'autres, prodigueurs de soins, tout au long de leur parcours, mais il faut également revenir à, ces cliniques de soins primaires. Moi, je suis médecin de famille en Colombie-Britannique depuis plus de 30 ans et je sais que j'ai pour moi, j'ai, 1 800, patrons, hein, et je sais que mes patients le voient de la même façon. Hem, on parle également de, heu, soins asynchrones. Heu, Si on veut s'assurer que les patients, qu'on réponde à leurs, besoins, s'assurer que les patients, puissent communiquer leurs données, à leur médecin, s lorsqu'il y a besoin. Il faut, bien avoir à l'esprit le fait qu'il s'agit d'un outil dans la boîte à outils, mais qu'ensuite il va falloir savoir comment l'utiliser afin que tous les Canadiens qui, veulent avoir accès à des soins longitudinaux, à un fournisseur de soins longitudinaux, puissent y avoir accès. Et il faut s'assurer également, hem il faut s'éloigner des anciens modèles, de soins et mettre le patient au centre. C'est lui qui est au centre de ce de des soins de santé. Oui, on a parlé de l'importance, du fait que les patients aient accès à leurs propres données, mais je pense qu'il y a également la dimension confiance et littératie. Comment est-ce que les données vont être utilisées? Est-ce qu'ils vont être capables de comprendre ce que veulent dire les données? Hein, vous avez parlé du fait que les patients doivent pouvoir envoyer leurs données à un prodigueur de soins. Oui, c'est tout à fait vrai. Il faut les impliquer, hem, mais il faut savoir également de quelles données ils vont avoir besoin et qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre. Est-ce qu'ils vont être capables de les utiliser? Est-ce qu'ils vont avoir confiance dans l'utilisation de ces données au sein du système? Ça, c'est une dimension essentielle à prendre en compte. Nous avons vu pendant la pandémie qu'il y a, certains Canadiens qui n'ont pas confiance dans la façon dont on utilise leurs données et qui ont des préoccupations en termes de vie privée et c'est à prendre en compte. Oui, avant, d'ouvrir la parole aux questions, je voudrais dire que oui, il s'agit d'un parcours complexe. On a pas mal d'obstacles à surmonter, les progrès sont lents et en même temps, il faut célébrer le travail qui a été accompli. Donc, je voudrais vous demander à chacune, de souligner une réussite, quelque chose que vous avez accompli, que vous voudriez célébrer dans, votre domaine personnel, que vous puissiez le partager avec nous tous pour qu'on puisse, célébrer avec vous ces avancées. Oui, si on regarde d'où on vient et le chemin que l'on a parcouru, depuis l'an dernier à Montréal, hein, on parlait, de feuille de route d'interopérabilité, on parlait également de la stratégie. Donc, je suis ravie de voir qu'à présent on a les 2. On a la feuille de route interopérabilité et une, stratégie, santé numérique en Colombie-Britannique, donc j'en suis tout à fait fière. On a appris de la pandémie qu'il faut travailler ensemble si on veut, atteindre nos objectifs et c'est ce que nous donne cette stratégie. Elle nous donne un ensemble d'objectifs en vue desquels on peut continuer à travailler. D'un point de vue, numérique, virtuel, hem, on se demande, ce que l'on doit faire pour permettre le changement, la transformation et c'est vrai qu'on se sent tiraillé dans différentes directions, chaque jour. Donc cette stratégie, c'est un bon rappel, pour nous. Ça nous rappelle de rester concentrés sur certains domaines si on veut avancer et pendant que la stratégie, était, en train d'être approuvée, l'année dernière, on a pu continuer à planifier, on a continué à identifier des partenaires, liés à chacun de nos objectifs stratégiques et lorsque la stratégie a été annoncée, a été approuvée, on avait une initiative clé qui était prête à être déployée. Donc ça a été, vraiment un succès pour nous de continuer la planification en parallèle de l'approbation de la stratégie et
Nous avons plein de choses en route. J'espère que l'année prochaine, ça sera mon équipe qui sera là pour vous parler des avancées, des réussites qu'on aura connues au cours de l'année. Oui, j'espère effectivement que ça sera le cas. Euh, En tant que fondatrice et coprésidente, d'un outil qui s'appelle Pathways ici, en Colombie-Britannique, ce serait dommage de ne pas en parler. Il y a, des ressources, donc il s'agit d'un outil en Colombie-Britannique, qui intègre l'information des patients, les parcours de soins, les ressources, hein, les autorités de santé, les cliniques et c'est un outil qui a été, rendu possible via, des années grâce à des années de collaboration entre les ministres, de la santé et les ministères de la santé et les médecins de Colombie-Britannique. En 10 ans, en Colombie-Britannique, nous avons vu de grands changements, depuis, le développement de cet outil. C'est un outil qui a été lancé également en Terre-Neuve-Labrador, encore, une fois comme un projet collaboratif entre organisations pour rationaliser les soins. Et je pense que tous les praticiens de première ligne d'ici en Colombie-Britannique, reconnaissent qu'il s'agit d'un outil irremplaçable, en termes de charges administratives et de suivi des patients. Donc c'est un exemple, que, je m'en voudrais de ne pas mentionner et je pense qu'on peut faire encore plus si on travaille ensemble. Oui, j'allais dire la même chose que Shannon, hein, réfléchir au chemin que l'on a parcouru depuis l'année dernière. L Les accords politiques sur des piliers clés qu'on a obtenus, en termes de données, en termes, de, main-d'œuvre, santé, on a eu également une réunion en octobre, des ministres de la santé qui était, un jalon important. Donc on a parcouru beaucoup de chemin. Les gens ont peut-être vu cette annonce en octobre en se disant: «Bon, mais qu'est-ce que ça signifie exactement?» mais il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Il y a eu de nombreuses discussions pour aboutir à ça et je pense que c'est un jalon qui va nous permettre d'avancer par la suite. Les données de santé, c'est quelque chose dont on discute depuis bien longtemps. Ceux qui travaillent dans ce domaine le savent et je pense on n'est jamais arrivé aussi loin. Donc j'espère vraiment qu'on peut continuer à avancer et faire, apporter une différence. Alors, il nous reste quelques minutes avant la pause déjeuner. Je vais donc, ouvrir la parole au public s'il y a des questions pour, nos panélistes. Formidable panel, merci. Il y a un sujet que vous n'avez pas abordé et qui est, associé, aux stratégies numériques. C'est, définir le succès, définir le succès et qu'est-ce qu'une gestion qui fonctionne? Et quels sont les, indicateurs clés de performance également qui permettent, d'évaluer, les réussites, les succès? Oui, alors comment est-ce qu'on mesure la performance? Effectivement et quels sont, les résultats que l'on recherche? Qui veut commencer? Oui, je peux commencer? Oui, on rêve de ça, hein. Dans notre province, on s'assure que tous les programmes cliniques aient des, indicateurs clés de performance, heu et notamment sur le plan numérique. Moi, ça fait pas très longtemps que je travaille dans le secteur public, mais c'est une des premières fois que je vois un gouvernement qui mesure les résultats et les résultats clés de chaque programme et qui, crée un alignement de ce point de vue. Donc, je pense qu'on va suivre ça et voir quels sont les résultats. Oui, d'un point de vue national, pour ce qui est des indicateurs clés de résultats, comme je l'ai dit, on a, lié dans les plans d'action les financements aux résultats. Il y a des indicateurs clés, que les provinces, on a demandé donc aux différents partenaires de partager des informations.
Et tout ça est lié à la santé, donc 2 sont, liés à la santé numérique. Le pourcentage de Canadiens qui peuvent avoir accès à leurs propres données de santé et deuxième indicateur, le pourcentage, de, docteurs ou prodigueurs de soins qui peuvent, partager des données entre, centres, médicaux. Donc voilà 2 exemples et on veut vraiment que ce pourcentage augmente. Il y a donc ces indicateurs et puis, les provinces et territoires continuent à travailler sur un ensemble plus large, d'indicateurs communs. Shannon a parlé d'indicateurs et de cibles spécifiques, notamment pour les programmes qui font partie du plan d'action d'un point de vue des provinces et territoires. Bon, on est vraiment centré sur les résultats. Oui, l'association médicale, canadienne a très clairement, donné ces indicateurs, lors de la réunion de printemps. On veut accroître le nombre de patients qui ont accès à leurs propres données, pour atteindre 90 dans 5 ans et 95 dans 10 ans. Donc c'est un rythme rapide et on espère que ça va, heu, être possible, même avec la fracture numérique et une partie de ce processus, doit passer par la mesure des gens qui ont accès à des soins, primaires et ça, c'est également un autre indicateur qui est sur notre liste. Oui, notre patient partenaire, Kevin. Oui, bonjour, je suis un des patients partenaires, et je suis également ancien infirmier. Un commentaire. On parle du fait que les patients doivent, être, au volant de leur, au contrôle de leurs données et qu'en est-ce qu'il y a des, législations provinciales et fédérales en termes de vie privée qui impactent le travail que vous faites? Oui, les législations, les politiques, en matière de protection de la vie privée, est-ce que ça, gêne votre travail? Du point de vue fédéral, il y a des législations qui sont en train, d'être mises à jour au niveau parlementaire afin de mettre à jour les cadres, de protection de la vie privée. On veut s'assurer vraiment que les patients consentent à l'utilisation de leurs données. Pour ce qui est des données de santé précisément, les problèmes, c'est pas forcément les problèmes de protection de la vie privée, mais vraiment les normes techniques. On veut s'assurer qu'elles soient, communes entre fournisseurs et dans tout le Canada. Oui, bonjour, je suis, médecin en soins primaires et j'étais très content, d'entendre, les commentaires de docteur Ross. Je pense que la conférence est réussie déjà grâce à ça. Hem, Bien comprendre, c'est vrai qu'il faut bien comprendre, quels sont les problèmes, auxquels doivent faire face les médecins, soins primaires, hein, je rejoins tous les commentaires qui ont été faits et j'ai même commencé à réfléchir à l'utilisation d'un robot. C'est le seul outil, que j'ai, à ma disposition. Oui, c'est difficile pour moi de ne pas parler en tant que médecin en soins primaires, mais les commentaires que je fais, en fait, sont communs à toutes les spécialités médicales. Heu, il y a encore plus de difficultés en soins communautaires parce qu'il y a eu un manque, d'investissement en outils et stratégies numériques. Pour ce qui est des soins, communautaires, donc c'est vrai, heu et en soins aigus également, mais on est en train de constater un changement grâce à des conversations comme celle-ci. Les patients, les producteurs de soins doivent être au centre pour qu'on puisse faire avancer les choses et qu'on puisse, au moins avoir un moteur électrique sur le robot que vous allez utiliser. Bonjour, j'ai passé les 20 dernières années à travailler en intégration des systèmes et récemment, j'ai eu une expérience avec un patient qui m'a choquée. Je suis rentrée du travail, il y avait un message, sur mon répondeur qui disait: «Votre, docteur ne pratique plus. Vous avez 30 jours pour, payer tant de dollars pour, obtenir une copie de votre dossier médical» et lorsque j'ai enfin, payé, j'ai reçu un PDF et je me demande, si par exemple, ce message était adressé à ma mère qui a 90 ans ou à mon voisin qui ne parle pas anglais. Heu
ou, mes enfants, qui, ont perdu leur médecin pendant le covid et un médecin qui n'avait que des, dossiers au format papier, qu'est-ce qui se passerait? Donc pour ce qui est des dossiers partagés, l'interopérabilité, l'accès des soins, je me demande, ce qui va se passer, heu, pour nous qui sommes orphelins de nos médecins, qui perdons nos médecins. Comment est-ce qu'on peut éduquer, les gens pour qu'ils connaissent leurs choix, qu'ils connaissent leurs options, pour préserver leur histoire médicale afin que, lorsqu'ils doivent changer de médecin, il y ait, un dossier, il y ait une trace et qu'on puisse s'occuper d'eux à nouveau. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que, on a, 1 Canadien sur 4 à l'heure actuelle qui n'a pas, de lieu où sont conservés, ses dossiers médicals. C'est vraiment quelque chose à garder en tête. Oui, c'est une, observation brillante, hein. Et pour les membres de votre famille qui n'ont pas leur dossier médical, vous pouvez contacter le collège des chirurgiens et des médecins qui sauront où se trouvent ces dossiers. Ça, c'est une solution à votre difficulté immédiate. Moi, je travaille sur ces dossiers électroniques, depuis longtemps. J'ai changé, 4 fois de système, parfois par choix ou parfois parce que l'outil n'était plus disponible et il a fallu à chaque fois importer, exporter l'information, dans de nouveaux, dossiers. Vous imaginez bien à quel point c'est compliqué et en même temps, il est important qu'on ait accès à cette information et c'est ça me gêne qu'on mette cette charge sur le patient parce qu'il est certain que, ma maman, par exemple, ne, saurait pas du tout gérer, son dossier médical ou ses soins médicaux si, la famille ou les amis n'étaient pas là pour l'aider et tout le monde n'a pas cette possibilité. Donc il faut vraiment, avoir cette conversation, sur l'accès. Y a-t-il, d'autres questions? Oui, si je ne veux pas, retarder, le déjeuner, donc je vais être, rapide. Heu, Madame la sous-ministre assistante a dit, quelque chose sur, heu, le fait qu'après la pandémie, toutes les actions, toutes les activités entreprises pour soutenir cette initiative, va être, confrontées à des résistances actives et passives, heu de la part de différents acteurs, au Canada. Est-ce que vous trouvez que vous avez suffisamment de ressources qui vont vous permettre de contrer, ces campagnes qui, vont, exister afin qu'on ne soit pas, gêné par les fausses informations qui vont être propagées par les médias sociaux et les médias sociaux contre les concepts que vous essayez de faire avancer? Oui, très bonne question. La réponse courte, c'est non, il n'y a pas assez d'informations effectivement disponibles pour contrer, la désinformation et on essaye, de prendre des mesures actives pour, construire cette confiance auprès du public. On parle de législation potentielle, on parle de feuille de route d'interopérabilité et on cherche effectivement à en faire plus dans ce domaine parce que, c'est, très certainement un obstacle. Nous et les provinces et les territoires également, sommes confrontés à ça. Oui et il y a effectivement, une défiance vis-à-vis du système de santé qui, s'est fait jour au cours des dernières années, mais l'éducation est, essentielle. Si on regarde, par exemple, hem, mes enfants savent que leurs données vont être partagées. Ils savent forcément que, il y a un risque, que ces données soient, mal utilisées et i c'est quelque chose auquel ils sont préparés et il y a, je pense, des obstacles, éducationnels et il faut, qu'on arrive à, heu, créer cette confiance, montrer que les données vont être utilisées au mieux et pour le bien commun et le bien de chacun. On peut peut-être prendre une dernière question, oui, merci. Vous avez mentionné le fait que, le futur est là maintenant, l'avenir est là et qu'il est en Californie. Pour ce qui est de la façon dont le système de santé californien par rapport au système de santé canadien, sont différents. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas adapter? Très bonne, question. C'est vrai que nos systèmes sont assez lents,
pour ce qui est du changement. Et c'est vrai qu'avoir un monde dans lequel on parle d'une seule voix, entre lignes politiques, entre instances, entre, acteurs, avoir un système de santé qui soit, hem pour obtenir un système qui soit homogène, ça me donne de l'espoir. Voir qu'on peut parler d'une seule voix, ça me donne de l'espoir. Hem, le service dont je parle en Californie était vraiment, formidable, mais c'est vrai que ça ne s'applique pas à tout le monde. Au Canada, on a d'autres difficultés. On veut qu'il y ait un accès équitable, un accès en temps opportun pour tous les Canadiens. Mais avoir ces conversations, travailler de façon collaborative, c'est ça qui me donne de l'espoir tous les matins et je suis sûre que, tout le monde se lève le matin avec cette même vision. Très bien dit. Merci. Merci beaucoup. Alors avant de conclure, la session, un rappel, il y a d'autres sessions, demain et notamment, une sur, le résumé international des patients, quelque chose qui est soutenu par la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario. Ils veulent mettre en place, des rapports, des résumés cliniques, détaillés pour chaque patient. Et il y aurait le point de vue du clinicien et le point de vue du patient. On a parlé, hein, de ça, du fait, de pouvoir réduire la charge administrative peut-être, des cliniciens. Eh bien, le fait d'avoir des informations qui viennent de différentes sources, ça peut être intéressant. Donc, je vous invite à aller voir cette démonstration qui sera, à votre disposition. Voilà qui conclut notre session. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être, avec nous. On applaudit nos panélistes.